Cette semaine, l'enquêteur du paranormal a donné rendez-vous à des chasseurs de fantômes à l'ancien asile de Sainte-Clotilde de Horton. Complètement abandonné depuis 2002, l'endroit serait devenu, selon la légende, l'un des lieux les plus hantés du Québec. Mais quand il est question de perception de fantômes, serait-il possible que notre cerveau nous joue des tours? Au Québec, 43% des adultes croient qu'il est possible de communiquer avec les défunts. Avec de tels chiffres, il ne faut pas s'étonner de la popularité des émissions consacrées aux revenants. À Sainte-Clotilde de Horton, dans le comté d'Arthabasca, se dresse l'ancien asile Val-Nord. Selon la légende, l'établissement, qui a connu plusieurs vocations, aurait été le théâtre de 2 incendies mortels. En décembre 1958, 3 adolescents qui avaient trouvé refuge dans un réduit pour y griller quelques cigarettes seraient morts asphyxiés après avoir mis le feu accidentellement des draps. Puis, en janvier 1988, un second incendie aurait fait 9 victimes au 4e étage de l'établissement, là où se trouvaient les dortoirs pour les hommes institutionnalisés dans l'asile. Après l'incendie de 1988, l'endroit a été complètement abandonné. Peu à peu, avec les années, l'asile a acquis la réputation d'être hanté. Aujourd'hui, il ne se passe plus une soirée sans que des amateurs de sensations fortes se donnent rendez-vous sur place pour flirter avec le frisson de l'au-delà. Certains d'entre eux affirment même avoir capté des images et des sons qui prouveraient la réalité de ces entités. Mais justement, lorsqu'il est question d'entités, de quoi parle-t-on? S'agit-il d'âmes errantes coincées entre notre monde et le suivant, comme l'affirment certains chasseurs de fantômes? Ou s'agit-il de projections nées de notre désir de croire que nous sommes plus que de simples machines biologiques, qu'il y a une vie après la mort? Je viens d'arriver à Sainte-Clotilde de Horton, au centre du Québec, dans le comté d'Arthabasca. Les missionnaires du Sacré-Cœur y ont acheté un grand terrain où ils ont érigé un édifice de 4 étages, qui est devenu, en fait, le monastère des Frères du Sacré-Cœur. Au premier étage, les administrateurs y font marquer la devise de leur congrégation « Laissez venir à moi les petits-enfants ». En 1969, l'édifice passe aux mains du gouvernement du Québec, qui décide d'en faire un centre de réadaptation pour handicapés mentaux. Après l'incendie et l'enquête du coroner, de nouveaux investisseurs ont voulu lui donner une nouvelle vocation, mais peu à peu, l'endroit a été déserté. Je me dirige vers l'asile abandonné où je dois rencontrer M. Thivierge, l'actuel propriétaire des lieux. Monsieur Thivierge, vous êtes propriétaire de l'asile abandonné de Sainte-Clotilde depuis combien d'années? L'achat s'est fait vers la fin de l'été de 2009. Disons que je n'étais pas au courant de l'envergure et de l'engouement que les gens pouvaient avoir pour l'endroit. Moi, c'était plus pour la rivière, un grand terrain, un endroit pour faire l'élevage. C'était ça, nous autres, notre but principal. Et puis, lorsque vous avez vu arriver les premiers chasseurs de fantômes, comment avez-vous réagi? Moi, je n'ai pas réagi autant que ma conjointe. C'est quelqu'un qui passait dans la rue puis il voulait voir l'asile. Ma conjointe a dit, c'est un bâtiment qui est vide. Continuez votre chemin, il n'y a rien à voir. Il dit, oui, il va voir Asile Sainte-Clotilde sur Internet. C'est que durant la soirée, elle tape, elle va voir. Puis là, elle me regardait. Puis plus qu'elle regardait, plus qu'elle me regardait effrayée. Puis à un moment donné, elle me dit, on déménage. Je dis, voyons. Elle dit, on vient d'acheter, on n'est pas pour déménager. C'est que là, j'ai été voir les pages et les pages. Puis là, on a commencé à réaliser l'ampleur du phénomène paranormal par rapport à l'endroit. Est-ce que vous vous êtes documenté sur les événements historiques qui sont associés au lieu? Oui. Bien, moi, c'est arrivé qu'à un moment donné, j'avais un gros pick-up qui était ici sur le terrain. Puis j'étais voir l'individu qui était là. Puis lui me dit que c'était un pompier
d'une municipalité d'à côté, puis il était déjà venu ici sortir des jeunes dans les années 88, lorsqu'il y a eu un feu. OK. Ce coup, j'ai eu confirmation qu'il y a eu, je crois, c'est 9 décès au complet là, dans ces années-là. OK. Lui avait sorti 7 des victimes là, de ce malheureux incident-là. Ou vous, avez-vous déjà été témoin de quelque chose de paranormal à l'intérieur de l'édifice? Moi, je me trouvais être le propriétaire de l'endroit, donc si je vais voir les fantômes à l'intérieur pour collecter le loyer, ils m'ont jamais payé, donc eux autres se sauvent tous par la porte d'en arrière. J'ai jamais rencontré personne. Bien, moi, je pourrais expliquer ça un petit peu comme un fil électrique, il n'y a pas de courant dedans. On y touche, il se passe rien. Mais une fois qu'il y a du courant, on y touche, on sait qu'il y a quelque chose là. Donc, ici, sur le terrain, il y a un courant qui passe. Monsieur Tivierge, merci de nous accueillir à l'asile de Sainte-Clotilde. Je vais aller rencontrer maintenant des chasseurs de fantômes. À en croire la rumeur, les premières manifestations paranormales auraient débuté à la fin des années 1990. On raconte qu'un ingénieur en bâtiment aurait mis fin à une visite, apparemment mort de peur. D'autres ont raconté avoir vu le spectre d'une fillette de 4 ou 5 ans hanter l'édifice ou les boisés derrière le bâtiment. Durant sa période d'occupation active, l'asile a connu son nombre de décès. Outre les 9 personnes décédées dans l'incendie de 1988, on raconte que certains patients se seraient suicidés. D'autres se seraient jetés du haut du bâtiment. On parle même d'1 ou 2 patients qui auraient été défenestrés. Pour en savoir davantage sur ces rumeurs, j'ai décidé de contacter un groupe de chasseurs de fantômes, le groupe d'enquêteurs sur les phénomènes paranormaux inexpliqués, l'EPI. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Bonjour. Gilbert, j'imagine? Oui, Christian. Bienvenue à l'asile de Sainte-Clotilde. Merci beaucoup. Et toi, Gilbert, tu es l'organisateur, le fondateur de ce groupe-là. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce genre de phénomène? Ben, j'ai débuté en 2010, pour tout dire. Ce qui m'a amené à ça, c'est des expériences personnelles dans la vie que je n'ai jamais compris. Puis un jour, je me suis dit, bon, j'ai vu des émissions anglaises sur la télévision, et puis je me dis, pourquoi pas, puis je veux comprendre, puis je me suis embarqué là-dedans, puis aujourd'hui, j'ai toute mon équipe avec moi. Bien, écoute, voici l'asile hanté, dit-on, de Sainte-Clotilde. Oui. Alors, je vous laisse vous installer. On se retrouve un peu plus tard. Une fois la nuit tombée, les chasseurs de fantômes ont fini d'installer leur équipement. Christian en profite pour engager la conversation et leur parler de leurs expériences antérieures en matière de spectres et de revenants. Tu disais en entrée de jeu que tu t'intéressais en fait aux phénomènes paranormaux parce que tu avais toi-même vécu des phénomènes insolites qui t'ont amené à s'intéresser à ça. Oui, exactement. Et est-ce que tu peux me raconter un peu qu'est-ce que tu as vécu comme phénomène? J'ai habité dans un logement qui était hanté. On se faisait toucher, des choses qui disparaissaient, on voyait des entités apparaître, disparaître. Et quand tu me parles d'entité, qu'est-ce que tu définis comme étant une entité? Là, on parle probablement d'une âme errante, une personne décédée qui va rester sur les lieux. C'est très jasant, hein, ce soir? Je vais m'approcher, je dépose une petite balle sur le plancher. Une petite balle, elle est ici, elle est verte. C'est une petite balle pour toi. Mais pourquoi, si on va dans le sens de l'entité, pourquoi certaines entités se manifesteraient après la mort et d'autres non? Ce que la plupart des gens croient, c'est que des gens qui n'auraient pas terminé certaines choses vécues sur Terre et qui ont une mission à terminer. Est-ce que tu es toujours là? C'est oui, allume les lumières. Mais toi, Gilbert, quand tu abordes cette question-là des entités, ou en tout cas la documentation de l'entité, Oui. tu te réfères à quoi? Quelque part, il doit y avoir des études, des recherches, de la documentation. Moi, je me suis un peu renseigné là-dessus, autant sur l'Internet que par justement la lecture que j'ai pu avoir de ces gens-là.
Puis il y a des gens qui ont mené ça assez sérieusement pour en venir à des conclusions comme ça. Si on allait visiter les autres étages... Bien sûr. On arrive finalement au dernier étage. C'est ici qu'en 1988 a eu lieu l'incendie qui a coûté la vie à 9 personnes. Oui, effectivement, oui. Qu'est-ce que tu sais exactement de cet événement-là? Bien, moi, ce que j'ai lu, c'est que l'incendie aurait été provoqué par des jeunes qui auraient fumé dans leur chambre. C'était des dortoirs ici à l'époque. Puis il y avait aussi les douches, les bains, où ce qui donnait ça aux handicapés. OK. Donc, les personnes, ici, c'était les dortoirs. Oui. Les gens ont été coincés ici lors de l'incendie de 1988. C'est... Et si on se réfère au document, en fait, le rapport du médecin légiste, apparemment, les infirmiers ou les gens qui étaient en poste ont été incapables de pénétrer à l'intérieur de la pièce, ce qui fait que la plupart des gens sont décédés par asphyxie. Oui. OK, on change de pièce. Fais-moi signe si tu veux venir avec nous. Allume les lumières sur l'appareil que j'ai dans les mains. Presque tous les groupes de chasseurs de fantômes sont passés par l'asile de Sainte-Clotilde. Est-ce qu'il y a des manifestations qui sont récurrentes, en fait, qui sont rapportées par l'un et l'autre de ces groupes et qui semblent, en fait, communes à toutes les investigations? Moi, c'est ma 3e fois que je viens ici. Les 2 fois précédentes que je suis venu, il y a des choses différentes qui s'est passées. Il n'y en a pas une qui était pareille une à l'autre. Ouais. Alors, c'est ça, un moment donné, je sortais de ce coin-là, puis j'ai entendu d'une voix vive un « allô ». OK. Puis j'étais avec 2 de mes enquêteurs à ce moment-là. Puis on leur a embobiné l'enregistreur numérique, puis on entendait vraiment « allô ». Est-ce quelqu'un qui a dit « allô » ? Ben, j'ai entendu aussi. Toi aussi? J'ai entendu au loin. Ouais, moi aussi, j'ai entendu « allô ». On peut essayer de les enregistrer avec des enregistreurs numériques. On appelle ça des PVE, des phénomènes de voie électronique. Parfois, on pose des questions aléatoirement comme ça dans le vide. On n'obtient pas la réponse, sauf que l'enregistreur numérique, très sensible, va capter un son, une voix, une phrase. Est-ce que tu es ici dans la pièce? Si tu nous entends, moi puis Pierre-Luc, allume les lumières, s'il te plaît. Tu nous entends? Bien. Tu nous entends? T'allumes les lumières, on arrive à communiquer avec toi comme ça. Oui. Et voilà, merci. Après une nuit passée avec les chasseurs de fantômes, notre enquêteur se rend consulter le rapport du coroner affecté au dossier de l'asile de Sainte-Clotilde pour tenter de séparer le vrai du faux. Les chasseurs de fantômes ont une drôle de façon de galvauder le mot « enquête ». Dans bien des cas, leurs enquêtes se résument à quelques heures passées dans un soi-disant lieu hanté, dans l'espoir de documenter les manifestations, et ce, avec des équipements parfois aussi utiles dans ce genre de traque qu'un stéthoscope pour détecter des corps aux pieds. L'asile de Sainte-Clotilde de Horton, dans le comté d'Arthabasca, illustre bien cette faiblesse. Presque tous les chasseurs de fantômes du Québec sont passés par l'asile abandonné et tous prétendent y avoir mené une enquête. Certes, sur la plupart des sites Internet de ces chasseurs de fantômes, on retrouve un historique des lieux. Mais cet historique n'est rien de plus qu'un copie-coller, répété à satiété par les chasseurs de fantômes, sans qu'aucun d'entre eux ne se soit donné la peine de vérifier si l'information véhiculée était authentique. Dans cet historique, on retrouve par exemple une histoire d'incendie mortel qui aurait coûté la vie en 1958 à 3 adolescents qui s'étaient réfugiés dans une espèce de débarras pour y fumer des cigarettes. Si les chasseurs de fantômes s'étaient donné la peine de vérifier cette information, ils auraient vite découvert que cet incendie n'était rien de plus qu'une légende urbaine. Il y a bel et bien eu un incendie en 1958, mais la seule victime a été le clocher de l'édifice, à l'époque une école d'obédience chrétienne. Il m'a fallu moins de 5 minutes et un appel au bureau du coroner du Québec pour obtenir une copie d'un rapport explicite illustrant que le seul décès d'un adolescent survenu à Sainte-Clotilde de Horton entre 1928 et 1972 était le jeune Maurice Bolduc, décédé par noyade le 11 juillet 1948. Il était âgé de 14 ans. Alors, lorsque les chasseurs de fantômes me disent qu'ils ont enquêté sur un lieu, j'ai des doutes quant à leur définition du mot « enquêter ».
La Penhurst State School and Hospital s'appelait à l'origine l'Eastern Pennsylvania State Institution for the Feeble Mind and Epileptic, l'institution de l'Est de la Pennsylvanie pour les faibles d'esprit et les épileptiques. L'établissement, qui regroupe aujourd'hui une vingtaine de bâtiments vétustes et délabrés sur un terrain de 120 acres, se situe à East Vincent, à 1 heure de route au nord-ouest de Philadelphie. L'asile de Penhurst, comme on l'appelle vulgairement, a ouvert ses portes le 23 novembre 1908. En 1968, les conditions de vie à Penhurst ont été dénoncées dans une série de reportages présentés au réseau CBS. On y dénonçait des expériences dignes du docteur Frankenstein et des conditions de détention tout à fait épouvantables, sans oublier les maltraitances quotidiennes. En 1977, l'institution s'est retrouvée devant les tribunaux, accusée de bafouer les droits fondamentaux des malades. Le procès a duré pendant des années. En 1987, l'État a tranché. Penhurst a fermé ses portes et les malades ont été relocalisés dans d'autres hôpitaux. Depuis, Penhurst est à l'abandon, et ce, à la plus grande joie des amateurs de fantômes qui affirment que les lieux sont parmi les plus hantés d'Amérique. C'est vrai qu'au chapitre des revenants, les chasseurs d'entités ne manquent pas de candidats. On raconte que durant la période active de Penhurst, entre 30 000 et 60 000 patients auraient glissé dans la chute à cadavres pour un dernier rendez-vous macabre à la morgue. Après avoir vu les chasseurs de fantômes en action et consulté le rapport du coroner pour connaître la vérité, Christian va rencontrer le professeur Dave Saint-Amour, neuropsychologue et enseignant en psychologie à l'UQAM. Il veut savoir si la croyance des gens peut influencer leur perception quand ils croient voir des fantômes. Le cerveau est le plus grand générateur d'illusions. Et parmi ces illusions, la première, c'est la pareidolie. Qu'est-ce que la pareidolie et comment le cerveau fonctionne pour faire ces amalgames d'images? Les pareidolies, c'est davantage une expérience subjective, comme vous le dites, qui se produit lorsqu'un stimulus ambigu est perçu comme un objet identifiable, clair et distinct. Donc, c'est une sorte d'illusion qui est créée par le cerveau parce que ça ne correspond pas à la réalité. T'allumes les lumières, on arrive à communiquer avec toi comme ça. Oui. Et voilà, merci. Tu l'as-tu vu? C'est peut-être mon toc. Allô, oui, c'est mon toc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau est une machine extraordinaire à donner du sens à tout. Et même lorsqu'il y a une information sensorielle très dégradée ou très, très pauvre. On sait que chez les chasseurs de fantômes, par exemple, ils ont une technique qu'ils appellent le PVE, le phénomène des voix électroniques. Est-ce que ça, c'est un phénomène qu'on pourrait associer aux pareidolies? Tout à fait. Dans ce cas-ci, c'est un signal dégradé, bruité auditif, et on va lui donner du sens le mieux qu'on peut. Et ce sens-là va être toujours fonction de nos croyances, de nos attentes, de nos expériences passées, de notre personnalité. Et donc, évidemment, si on s'attend, même en l'absence totale de signal, ça peut être du bruit blanc auditif qu'on appelle pur, si on s'attend à entendre une voix ou un message ou un mot, à un moment donné, on va l'entendre. J'entends pas. Parlez plus fort. Il faut crier. Est-ce que c'est vous qui avez sifflé? On comprend qu'on ne peut pas tout expliquer par les neurosciences, parce qu'on le sait que dans des cas de soi-disant hantises ou de phénomènes paranormaux, il y a eu des observations qui ont été faites, par exemple, de soi-disant meubles qui bougent, tout ça. Mais c'est vrai que 80 ou 90 de ces phénomènes-là sont des phénomènes de perception. Oui. Parce que lorsque l'on fait une chasse aux fantômes, on est dans l'obscurité, il y a une attente, il y a un certain stress qui est créé auprès de l'enquêteur du groupe en question.
Tout à fait. C'est exactement ça. C'est les conditions gagnantes pour que le cerveau interprète mal la réalité. Les revenants existent-ils? L'au-delà est-il une réalité ou une chimère née de notre imagination? Pour l'heure, la science n'a pas de réponse à cette grande question existentielle et les preuves que proposent les chasseurs de fantômes n'en sont pas. Dans une enquête, il ne suffit pas uniquement de s'approprier le discours scientifique, encore faut-il en appliquer les règles. Et c'est là la faiblesse des chasseurs de fantômes. En revanche, les recherches menées au cours des 30 dernières années dans le domaine des neurosciences suggèrent qu'un certain nombre de phénomènes jusqu'ici attribués à des revenants, comme des sensations de toucher ou même l'audition de voix désincarnées, pourraient bien être que des illusions de notre cerveau. Mais bien sûr, lorsque vient le moment de choisir entre des aberrations de l'en-dedans et des manifestations de l'au-delà, les fantômes ont la cote populaire. Et cela n'a rien à voir avec la science, mais tout à voir avec cet espoir que nous entretenons pour une vie après la mort et ce sentiment que nous chérissons, que nos proches disparus sont là, autour de nous, et qu'ils veillent sur nous. Le philosophe et écrivain russe Alexandre Pouchkine disait « À une vérité ténue et plate, je préfère un mensonge exaltant. » Des chasseurs de fantômes. À en croire la rumeur, les premières manifestations paranormales auraient débuté à la fin des années 1990. On raconte qu'un ingénieur en bâtiment aurait mis fin à une visite, apparemment mort de peur. D'autres ont raconté avoir vu le spectre d'une fillette de 4 ou 5 ans hanter l'édifice ou les boisés derrière le bâtiment. Durant sa période d'occupation active, l'asile a connu son nombre de décès. Outre les 9 personnes décédées dans l'incendie de 1988, on raconte que certains patients se seraient suicidés. D'autres se seraient jetés du haut du bâtiment. On parle même d'1 ou 2 patients qui auraient été défenestrés. Pour en savoir davantage sur ces rumeurs, j'ai décidé de contacter un groupe de chasseurs de fantômes, le groupe d'enquêteurs sur les phénomènes paranormaux inexpliqués, l'EPI. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Bonjour. Gilbert, j'imagine? Oui, Christian. Bienvenue à l'asile de Sainte-Clotilde. Merci beaucoup. Et toi, Gilbert, tu es l'organisateur, le fondateur de ce groupe-là. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce genre de phénomène? Bien, j'ai débuté en 2010, pour tout dire. Ce qui m'a amené à ça, c'est des expériences personnelles dans la vie que je n'ai jamais compris. Puis un jour, je me suis dit, bon, j'ai vu des émissions anglaises sur la télévision, et puis je me dis, pourquoi pas, puis je veux comprendre, puis je me suis embarqué là-dedans, puis aujourd'hui, j'ai toute mon équipe avec moi. Bien, écoute, voici l'asile hanté, dit-on, de Sainte-Clotilde. Oui. Alors, je vous laisse vous installer. On se retrouve un peu plus tard. Une fois la nuit tombée, les chasseurs de fantômes ont fini d'installer leur équipement. Christian en profite pour engager la conversation et leur parler de leurs expériences antérieures en matière de spectres et de revenants. Tu disais en entrée de jeu que tu t'intéressais en fait aux phénomènes paranormaux parce que tu avais toi-même vécu des phénomènes insolites qui t'ont amené à s'intéresser à ça. Oui, exactement. Et est-ce que tu peux me raconter un peu qu'est-ce que tu as vécu comme phénomène? J'ai habité dans un logement qui était hanté. On se faisait toucher, des choses qui disparaissaient, on voyait des entités apparaître, disparaître. Et quand tu me parles d'entité, qu'est-ce que tu définis comme étant une entité? Là, on parle probablement d'une âme errante, qui est une personne décédée, qui va rester sur les lieux. C'est très jasant, hein, ce soir? La croyance des gens peut influencer leur perception quand ils croient voir des fantômes. Le cerveau est le plus grand générateur d'illusions. Et parmi ces illusions, la première, c'est la pareidolie. Qu'est-ce que la pareidolie et comment le cerveau fonctionne pour faire ces amalgames d'images? Les pareidolies, c'est davantage une expérience subjective, comme vous le dites.
qui se produit lorsqu'un stimulus ambigu est perçu comme un objet identifiable, clair et distinct. Donc, c'est une sorte d'illusion qui est créée par le cerveau parce que ça ne correspond pas à la réalité. T'allumes les lumières, on arrive à communiquer avec toi comme ça. Oui. Et voilà, merci. Tu l'as-tu vu? C'est peut-être mon talkie. Allô, c'est mon talkie. zut. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau est une machine extraordinaire à donner du sens à tout. Et même lorsqu'il y a une information sensorielle très dégradée ou très, très pauvre. On sait que chez les chasseurs de fantômes, par exemple, ils ont une technique qu'ils appellent le PVE, le phénomène des voix électroniques. Est-ce que ça, c'est un phénomène qu'on pourrait associer au pareidolie? Tout à fait. Dans ce cas-ci, c'est un signal dégradé, bruité auditif, et on va lui donner du sens le mieux qu'on peut. Et ce sens-là va être toujours fonction de nos croyances, de nos attentes, de nos expériences passées, de notre personnalité. Et donc, évidemment, si on s'attend, même en l'absence totale de signal, ça peut être du bruit blanc auditif qu'on appelle pur, si on s'attend à entendre une voix ou un message ou un mot, à un moment donné, on va l'entendre. Je l'entends pas. Parlez plus fort. Il faut crier. Est-ce que c'est vous qui avez sifflé? On comprend qu'on ne peut pas tout expliquer par les neurosciences, parce qu'on le sait que dans des cas de soi-disant hantises ou de phénomènes paranormaux, il y a eu des observations qui ont été faites, par exemple, de soi-disant meubles qui bougent, tout ça. Mais c'est vrai que 80 ou 90 de ces phénomènes-là sont des phénomènes de perception. Oui. Parce que lorsque l'on fait une chasse aux fantômes, on est dans l'obscurité, il y a une attente, il y a un certain stress qui est créé auprès de l'enquêteur du groupe en question. Tout à fait. C'est exactement ça. C'est les conditions gagnantes pour que le cerveau interprète mal la réalité. Les revenants existent-ils? Monsieur Tivierge, merci de nous accueillir à l'asile de Sainte-Clotilde. Je vais aller rencontrer maintenant des chasseurs de fantômes. À en croire la rumeur, les premières manifestations paranormales auraient débuté à la fin des années 1990. On raconte qu'un ingénieur en bâtiment aurait mis fin à une visite, apparemment mort de peur. D'autres ont raconté avoir vu le spectre d'une fillette de 4 ou 5 ans hanter l'édifice ou les boisés derrière le bâtiment. Durant sa période d'occupation active, l'asile a connu son nombre de décès. Outre les 9 personnes décédées dans l'incendie de 1988, on raconte que certains patients se seraient suicidés. D'autres se seraient jetés du haut du bâtiment. On parle même d'1 ou 2 patients qui auraient été défenestrés. Pour en savoir davantage sur ces rumeurs, j'ai décidé de contacter un groupe de chasseurs de fantômes, le groupe d'enquêteurs sur les phénomènes paranormaux inexpliqués, l'EPI. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Bonjour. Gilbert, j'imagine? Oui, Christian. Bienvenue à l'asile de Sainte-Clotilde. Merci beaucoup. Et toi, Gilbert, tu es l'organisateur, le fondateur de ce groupe-là. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce genre de phénomène? J'ai débuté en 2010, pour tout dire. Ce qui m'a amené à ça, c'est des expériences personnelles dans la vie que je n'ai jamais compris. Puis un jour, je me suis dit, j'ai vu des émissions anglaises sur la télévision, et puis je me dis, pourquoi pas, puis je veux comprendre, puis je me suis embarqué là-dedans, puis aujourd'hui, j'ai toute mon équipe avec moi. Bien, écoute, voici l'asile hanté, dit-on, de Sainte-Clotilde. Oui. Alors, je vous laisse vous installer. On se retrouve un peu plus tard. Une fois la nuit tombée, les chasseurs de fantômes ont fini d'installer leur équipement. Christian en profite pour engager la conversation et leur parler de leurs expériences antérieures en matière de spectres et de revenants.
Tu disais en entrée de jeu que tu t'intéressais en fait aux phénomènes paranormaux parce que tu avais toi-même vécu des phénomènes insolites qui t'ont amené à s'intéresser à ça. Oui, exactement. Et est-ce que tu peux me raconter un peu qu'est-ce que tu as vécu comme phénomène? J'ai habité dans un logement qui était hanté. On se faisait toucher, des choses qui disparaissaient, on voyait des entités apparaître, disparaître. Et quand tu me parles d'entité, qu'est-ce que tu définis comme étant une entité? Là, on parle probablement d'une âme errante qui... Au Québec, 43 % des adultes croient qu'il est possible de communiquer avec les défunts. Avec de tels chiffres, il ne faut pas s'étonner de la popularité des émissions consacrées aux revenants. À Sainte-Clotilde de Horton, dans le comté d'Arthabasca, se dresse l'ancien asile Val-Nord. Selon la légende, l'établissement, qui a connu plusieurs vocations, aurait été le théâtre de 2 incendies mortels. En décembre 1958, 3 adolescents qui avaient trouvé refuge dans un réduit pour y griller quelques cigarettes seraient morts asphyxiés après avoir mis le feu accidentellement à des draps. Puis, en janvier 1988, un second incendie aurait fait 9 victimes au 4e étage de l'établissement, là où se trouvaient les dortoirs pour les hommes institutionnalisés dans l'asile. Après l'incendie de 1988, l'endroit a été complètement abandonné. Peu à peu, avec les années, l'asile a acquis la réputation d'être hanté. Aujourd'hui, il ne se passe plus une soirée sans que des amateurs de sensations fortes se donnent rendez-vous sur place pour flirter avec le frisson de l'au-delà. Certains d'entre eux affirment même avoir capté des images et des sons qui prouveraient la réalité de ces entités. Mais justement, lorsqu'il est question d'entités, de quoi parle-t-on? S'agit-il d'âmes errantes coincées entre notre monde et le suivant, comme l'affirment certains chasseurs de fantômes? Ou s'agit-il de projections nées de notre désir de croire que nous sommes plus que de simples machines biologiques, qu'il y a une vie après la mort? Je viens d'arriver à Sainte-Clotilde de Horton, au centre du Québec, dans le comté d'Arthabasca. Les missionnaires du Sacré-Cœur y ont acheté un grand terrain où ils ont érigé un édifice de 4 étages, qui est devenu, en fait, le monastère des Frères du Sacré-Cœur. Au premier étage, les administrateurs y font marquer la devise de leur congrégation, « Laissez venir à moi les petits-enfants ». En 1969, l'édifice passe aux mains du gouvernement du Québec, qui décide d'en faire un centre de réadaptation pour handicapés mentaux. Après l'incendie et l'enquête du coroner, de nouveaux investisseurs ont voulu lui donner une nouvelle vocation, mais peu à peu, l'endroit a été déserté. Je me dirige vers l'asile abandonné où je dois rencontrer M. Tivierge, l'actuel propriétaire des lieux. Monsieur Tivierge, vous êtes propriétaire de l'asile abandonné de Sainte-Clotilde. Depuis, l'asile a connu son nombre de décès. Outre les 9 personnes décédées dans l'incendie de 1988, on raconte que certains patients se seraient suicidés. D'autres se seraient jetés du haut du bâtiment. On parle même d'1 ou 2 patients qui auraient été défenestrés. Pour en savoir davantage sur ces rumeurs, j'ai décidé de contacter un groupe de chasseurs de fantômes, le groupe d'enquêteurs sur les phénomènes paranormaux inexpliqués, l'EPI. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Bonjour. Gilbert, j'imagine? Oui, Christian. Bienvenue à l'asile de Sainte-Clotilde. Merci beaucoup. Et toi, Gilbert, tu es l'organisateur, le fondateur de ce groupe-là. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce genre de phénomène? Bien, j'ai débuté en 2010, pour tout dire. Ce qui m'a amené à ça, c'est des expériences personnelles dans la vie que je n'ai jamais compris. Puis un jour, je me suis dit, bon, j'ai vu des émissions anglaises sur la télévision, et puis je me dis, pourquoi pas, puis je veux comprendre, puis je me suis embarqué là-dedans, puis aujourd'hui, j'ai toute mon équipe avec moi. Bien, écoute, voici l'asile hanté, dit-on, de Sainte-Clotilde. Oui. Alors, je vous laisse vous installer. On se retrouve un peu plus tard.
fois la nuit tombée, les chasseurs de fantômes ont fini d'installer leur équipement. Christian en profite pour engager la conversation et leur parler de leurs expériences antérieures en matière de spectres et de revenants. Tu disais en entrée de jeu que tu t'intéressais en fait aux phénomènes paranormaux parce que tu avais toi-même vécu des phénomènes insolites qui t'ont amené à s'intéresser à ça. Oui, exactement. Et est-ce que tu peux me raconter un peu qu'est-ce que tu as vécu comme phénomène? J'ai habité dans un logement qui était hanté. On se faisait toucher, des choses qui disparaissaient, on voyait des entités apparaître, disparaître. Et quand tu me parles d'entité, qu'est-ce que tu définis comme étant une entité? Là, on parle probablement d'une âme errante, une personne décédée qui va rester sur les lieux. C'est très jasant, hein, ce soir? Je vais m'approcher, je dépose une petite balle sur le plancher. Une petite balle, elle est ici, elle est verte. C'est une petite balle pour toi. Mais pourquoi, si on va dans le sens de l'entité, pourquoi certaines entités se manifesteraient après la mort et d'autres non? Ce que la plupart des gens croient, c'est que des gens qui n'auraient pas terminé certaines choses vécues sur Terre et qui ont une mission à terminer. Est-ce que tu es toujours là?